Est-ce que J'en ai c'est déjà réel? vu. Est-ce que c'est pas de la propagande? Ok, je voudrais que tu nous dises réellement, est-ce que les cyberattaques existent, Aurélien? On pense souvent que la cybersécurité se résume à avoir un antivirus à jour, un pare-feu de nouvelle génération et quelques solutions de sécurité qui génèrent des logs qu'on consulte à peine. Mais en réalité, la sécurité d'une entreprise ne tient pas seulement à la technologie qu'elle utilise. Elle tient aussi et surtout à son organisation, ses procédures, sa politique et sa maîtrise des risques. C'est là que tout se complique. Car dans beaucoup d'entreprises, la cybersécurité est un sujet qu'on relègue aux IT managers. On se dit que tout va bien tant qu'il n'y a pas d'attaque, oubliant que la majorité des attaques réussies le sont à cause d'un manque de gouvernance claire. C'est donc pour permettre aux entreprises d'avoir une gouvernance claire et une visibilité sur leur contexte métier et les risques que des normes, des référentiels et des standards existent. Aujourd'hui, nous portons notre regard sur la norme ISO 27001, ce référentiel international qui est devenu un marqueur fort pour les entreprises pour dire haut et fort, oui, je prends la cybersécurité au sérieux. Mais que contient cette norme du point de vue responsable sécurité du système d'information? Quelles sont les différentes étapes à suivre pour certifier son système à la norme ISO 27001? En simple, comment ne pas en faire un simple projet documentaire qui finit dans les tiroirs? Pour répondre à ces interrogations, je reçois aujourd'hui dans ce numéro de votre podcast MCA Cyber Talk Aurélien Bonnardon, responsable sécurité du système d'information au sein de la société française Alpi Link Cloud. Aurélien, avec un parcours expérimenté, parti d'expert réseau sécurité à Chief Technical Officer et aujourd'hui garant de la sécurité de toute une infrastructure cloud, nous partagera son regard, ses conseils et ses retours d'expérience concrets sur le sujet. Accrochez-vous car ce que vous allez découvrir risque de vous surprendre et ça commence juste après ceci. Alors salut Aurélien, comment tu vas? J'espère que tu te portes bien. Bonjour Adeshina, bien très bien et toi? Ça va très bien. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast-là et c'est un plaisir de t'avoir sur cet épisode. Pour nos abonnés qui te découvrent pour la première fois, je voudrais que tu te présentes et que tu nous parles un peu de ton parcours jusque-là. Très bien, eh bien. Bonjour à tous et merci de me recevoir sur ton podcast. Donc je m'appelle Aurélien Bonnardon, j'habite en France. J'ai eu un diplôme d'ingénieur informatique système et réseau en 2010, donc ça fait déjà quelques années. Ouais. J'ai commencé comme DevOps à automatiser des déploiements de systèmes réseau. Puis j'ai rejoint une autre entreprise dans laquelle j'ai eu plusieurs postes. J'ai commencé expert réseau et sécurité. Puis j'étais responsable de l'équipe réseau et des infrastructures en data center avant de finir directeur technique. Entreprise spécialisée dans le monde, on va dire, des opérateurs. J'ai rejoint depuis maintenant une grosse année et demie l'entreprise Alpi Link, sur lequel j'ai le rôle de responsable de la sécurité du système d'information. Super. J'ai eu une mission très claire en fait en arrivant, c'était de passer la norme ISO 27001. C'était une démarche entreprise dans l'entreprise depuis pas mal d'années, mais qui avait jamais été concrètement finalisée ni mise en place. Donc c'était ma mission de passer de la partie papier à la partie opérationnelle et surtout de trouver un organisme de certification qui nous a fait passer l'examen et qui nous a permis d'être certifiés. On a complété cette certification-là avec celle d'hébergeur de données de santé, qui est une certification en France qui nous permet de stocker des données issues du milieu médical. Super. Là, c'est intéressant, hein. Donc, ça veut dire que le profil il n'est pas mal choisi. Pour t'avoir sur cet épisode, justement, on va parler de la norme ISO 27001. Et là, tu évoquais la certification de Alpi Link qui a décroché récemment sa certification ISO 27001, donc sa recertification et son homologation HDS. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement avant qu'on entre dans le vif de notre sujet? ISO 27001? En fait, cette certification pour Alpi Link, qu'est-ce que ça apporte? Alors, l'ISO 27001,
Ça aide beaucoup à renforcer la sécurité de l'entreprise. Il y a plusieurs axes en fait à prendre en compte par rapport à ça. Ça apporte un avantage stratégique, un avantage opérationnel et un avantage commercial. Mm. Grosso modo, le premier point, c'est que ça va aider à renforcer la sécurité de l'information de l'entreprise. C'est un ensemble de bonnes pratiques qui, si on s'y conforme et qu'on les respecte, globalement, on va améliorer d'une manière certaine la sécurité de l'entreprise. Ensuite, ça va aider à améliorer l'organisation interne. Alpilink est une entreprise en forte croissance. Quand je suis arrivé il y a 1 an et demi, on était 40. Là, on approche les 80 personnes. C'est pas anecdotique dans la vie d'une entreprise de grandir comme ça. Ouais. En termes d'organisation, on peut se baser sur l'ISO 27001 pour structurer tout ça sur les bonnes pratiques qui sont conseillées. Et ça nous sert à ça en bonne partie. Et enfin, ça va nous donner un avantage concurrentiel, tout du moins pas un retard. En France, c'est vraiment un standard, l'ISO 27001. Dans le monde de l'hébergement de données de santé, enfin de l'hébergement de données tout court, si on n'est pas certifié ISO 27001, on n'est pas spécialement crédible Mm. envers des entreprises et surtout, il y a un ensemble d'appels d'offres sur lesquels on ne pourra pas répondre parce que c'est un prérequis. Je connais pas bien au Bénin le développement de tout ça, mais Ouais. très clairement, si c'est quelque chose qui est pas très développé, ça peut apporter un avantage concurrentiel certain parce que c'est un certificat qui prouve de manière indépendante que l'entreprise répond aux standards de sécurité internationaux. Si, au Bénin, c'est très bien développé aussi et c'est un sujet que les entreprises locales prennent très au sérieux parce que, comme tu l'as dit, ça renforce la crédibilité, la confiance auprès des partenaires, auprès des fournisseurs. Tu as aussi parlé de HDS, hébergement de données de santé. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, en France, la loi a été renforcée. Alors, ça fait déjà je dirais 5-6 ans à peu près, que pour avoir l'autorisation d'héberger des données de santé dans un data center, on doit on doit se faire certifier sur le référentiel HDS, qui est une extension de l'ISO 27001. Pour être HDS, il faut être ISO 27001 Ok. et ça rajoute 34 mesures, Mm. 34 exigences sur lesquelles il faut répondre pour pouvoir travailler avec des professionnels de santé. Super. Du coup, quand on parle de la norme, pour résumer ce qu'on a dit là, c'est que c'est une réglementation, c'est un référentiel qui permet aux entreprises de prouver leur crédibilité, le fait qu'elles prennent au sérieux la sécurité des données. Quand on parle de la norme, il y a souvent des termes qu'on entend aussi, notamment SMSI, GRC, ce sont des sujets qui reviennent le plus souvent. Est-ce que tu peux démystifier tout ça pour nous? Euh, je vais essayer. C'est des choses qui restent encore, comment dire, assez difficiles à rendre vraiment concret parce qu'on parle d'un système d'organisation à Ouais. proprement parler. Donc, quand on est la tête dedans, ça paraît assez clair, mais je vais essayer de l'expliquer au mieux. Euh, le SMSI, c'est le système de management de la sécurité de l'information. C'est vraiment le cœur de l'ISO 27001. L'ISO 27001 oblige à la mise en place de ce système-là, et c'est ce système-là qui est évalué par l'auditeur et qui est certifié derrière. Donc c'est un ensemble structuré de politiques, de processus, de procédures, de ressources et d'outils qui permettent de gérer la sécurité de l'information au sein d'une organisation de manière systématique, continue et basée sur les risques. Basé sur les risques, c'est vraiment le point qui est important. Mm. Ce qui est un peu au cœur de l'ISO 27001, c'est le management par le risque. Ok. Donc il y a une étape assez forte d'analyse de risque à mettre en œuvre et surtout tout au long du cycle de vie du SMSI et pour toutes les personnes qui sont employées, ils doivent prendre leurs décisions par rapport au risque cyber, mais pas que, au risque au sens large du terme. C'est-à-dire que quand dois évaluer par 2 fournisseurs, je vais évaluer le niveau de risque de chacun d'eux. Mhm. Il y a des grilles pour ça, hein, il y a des méthodologies qui existent, Ouais. et mon choix de fournisseur doit prendre en compte le risque et pas seulement le prix des produits qu'il peut vendre ou le copinage qu'on peut avoir avec. Hein. C'est vraiment l'aspect risque qui doit être considéré. Et dans toutes les décisions de l'entreprise, on doit considérer le risque pour assurer une sécurité globale.
Ok. Quand tu parles de risques, est-ce qu'il y a des référentiels aussi qui nous permettent de pouvoir prendre des décisions, de pouvoir mieux apprécier les risques dans ce contexte-là? Il existe pas mal de choses. Alors, dans l'ISO 27001, il y a une obligation de faire une analyse de risque. C'est demandé très clairement. Par contre, ce n'est pas imposé. Il n'y a pas de méthode d'imposer. Ok. Il y a la liberté qui est laissée à l'entreprise. Il y a quelques consignes qui sont données par rapport à ça. Il faut que les risques importeurs, il faut que l'analyse de risque soit venue annuellement. Il faut qu'elle prenne en compte un ensemble d'éléments, mais basiquement, dans l'ISO 27001, il y a un aspect important d'inventaire des actifs. On doit considérer les actifs de l'entreprise, les actifs informationnels et les actifs physiques. Et l'analyse de risque se base sur cette analyse d'actifs. Ok. Et derrière, la méthodologie est laissée libre. Il y a l'ISO 27005 qui est là pour conseiller, donc il y a un apport en plus de l'ISO 27001 et qui apporte des conseils. Mais en France, la méthodologie la plus utilisée, parce qu'elle est poussée par la NSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, pousse les bio-CRM, qui est une méthodologie qui est relativement intéressante, très basée cyber, mais qui est assez bien expliquée sur le site de la NSSI. On trouve des guides qui permettent de construire son analyse de risque sous forme d'atelier. Qui est une méthodologie, si honnêtement vous en avez pas choisi, je vous conseille de partir avec celle-là. Super. IBIOS Risk Manager, c'est bien ça. C'est ça. Super. Du coup, on est en train d'évoluer dans cet épisode-là. Je suppose qu'on a une entreprise qui décide de se certifier à l'ISO 27001. Donc, de faire certifier son SMSI à l'ISO 27001. Quelles sont les étapes à suivre pour pouvoir y arriver de façon concrète? Parce que tu viens de conduire le process pour Alpilink et ça, je tiens à te féliciter, à féliciter toute l'équipe qui a fait le travail derrière. Mais quelles sont les différentes étapes pour une entreprise lambda qui veut se lancer dans cette certification-là? Alors, c'est fortement conseillé. Moi, je vous conseille de vous faire accompagner. Se lancer comme ça, sans accompagnement externe, sans personnes qui ont de l'expérience dans le domaine, c'est assez complexe. Et le mieux, c'est de se faire accompagner. Il y a des cabinets spécialisés pour ça. Je pense que c'est le meilleur des conseils. D'accord. Ensuite, il faut nommer un RSSI, qui devra porter le projet. Ce RSSI, on peut le former ou même le certifier. Donc, c'est mon cas. Je suis certifié lead implémenteur sur l'ISO 27001. Donc, c'est une formation d'environ une semaine qui permet de donner la méthodologie à mener pour amener une entreprise vers une certification. Donc dans les grandes lignes, il y a pas mal de documentation à fournir. Hein, il faut bien l'avoir en tête. Le premier objectif, c'est de définir le contexte de l'entreprise. Ça peut paraître trivial dit comme ça, mais définir vraiment le contexte de l'entreprise, toutes les parties prenantes qui sont avec, internes, externes, fournisseurs, clients, quels sont mes objectifs d'entreprise, vers quoi je me dirige, quel est mon marché. Tout ça, c'est un exercice qui est loin d'être simple et qui mérite pas mal d'énergie de définir tout ce contexte-là, qui est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est de définir les exigences applicables. Okay. Dans l'ISO 27001, il y a pas mal de chapitres liés à ça, enfin de chapitres d'exigences, elle permet d'assurer une conformité réglementaire, l'ISO 27001. Donc, il faut être capable d'identifier la réglementation en vigueur. Donc, on a parlé, alors c'est très lié au pays, hein, très très clairement. On peut se renseigner auprès d'avocats. ChatGPT, c'est pas forcément une mauvaise option non plus pour dégrossir à minima, mais il faut être capable d'identifier cela. Donc par exemple en France, si on veut héberger des données de santé, il faut être certifié HDS, c'est une des exigences. On a tout ce qui est le respect des données privées, le RGPD également en Europe qui est assez important, donc on est soumis à ça. Donc tout ça, il faut savoir si on est concernés et il faut à minima les éplucher pour les prendre en compte. Ça viendra alimenter les mesures de sécurité à mettre en œuvre dans le SMSI. Ensuite, il faut faire un état des lieux de l'entreprise, un gap analysis en fait, où est-ce qu'on en est entre le référentiel et les mesures de sécurité qui sont déjà en place dans l'entreprise.
Puis on définit le domaine d'application et les objectifs du SMSI. On conçoit la structure du SMSI, donc on fait la documentation, hein, dit autrement. Et à l'issue de tout ça, on fait l'analyse de risque. Donc on prend tout le périmètre, on fait l'analyse de risque et les plans de traitement qui viendront derrière. Ensuite, on fait un outil. Il y a quand même beaucoup de choses à faire, hein. Oui, Du c'est coup, long. est-ce que le RSSI à lui seul peut porter tout ce projet-là? Comment est-ce qu'il implique les autres collaborateurs? Alors, je finis juste sur la méthodologie, il y avait plus que 2 étapes, mais on fait un audit interne, donc idéalement par une société externe qui va venir se comporter comme un auditeur pour arriver à voir où en est l'entreprise et si elle est prête. Et ensuite, derrière, on procède à la certification. Ok. L'ISO 27001, c'est une démarche d'entreprise, comme tu le disais. Le RSSI peut pas le mener à lui tout seul. Et honnêtement, si l'auditeur vient et voit que tout dépend du RSSI, l'entreprise ne sera pas certifiée. Il y a besoin d'avoir toute l'entreprise qui se met dedans, tout du moins la partie qui est certifiée. Il y a un élément assez fort dans l'ISO 27001. Il y a un chapitre sur ce qu'on appelle le leadership. Donc c'est l'engagement de la direction. Ouais. L'engagement doit être la direction doit être engagée dans la démarche. Elle doit mettre des moyens sur la table. Exactement. Et elle doit valider la politique de sécurité. Elle doit la valider, elle doit la promouvoir, elle doit s'assurer que toutes les personnes de l'entreprise sont au courant de ça et surtout la respectent. Et derrière, ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on découpe l'entreprise en processus et en sous-processus, et chaque processus va avoir un responsable qui va être garant de la sécurité sur son périmètre. Ok. Basiquement, on peut avoir un processus de gestion des ressources humaines qui va s'occuper des contrats de travail et des clauses de sécurité qu'on met dedans, qui va définir la charte informatique, qui va définir les sanctions que peuvent avoir les employés si jamais ils font des fautes liées à la sécurité. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est souvent le DRH ou la responsable RH qui va s'occuper de ça. Et donc, c'est elle qui va être garant de la sécurité sur son périmètre, accompagnée par le RSSI et accompagnée et soutenue par la direction. Quand l'auditeur sera là, il va interviewer toutes les personnes clés et il va s'attendre à ce que chacun ait connaissance de la norme et soit capable de lui apporter des éléments de preuve de conformité au référentiel ISO 27001. Ouais, quand tu parles d'éléments de preuve, effectivement, en intro, je disais que ce projet, c'est souvent perçu comme un projet où on a trop de documents à écrire, trop de documents à rédiger. Est-ce que en matière de preuve, il y a une meilleure façon de faire en fait pour la rédaction de ces documents stratégiques-là? Au total, est-ce qu'on a un nombre exact du nombre de documents qu'il faut avoir pour pouvoir aller vers la certification? Alors, il y a quelques documents qui sont imposés que je citerai peut-être après, mais il n'y a pas de règle particulière par rapport à ça. Mais ce qui est attendu de l'auditeur par rapport au référentiel ISO 27001, c'est d'avoir une documentation en face de au moins chaque exigence. On a des exigences qui vont dire que, par exemple, il faut qu'il y ait une traçabilité des accès sur sur les systèmes, qui paraît encore une fois être du bon sens, mais il faut écrire quelque part, qu'on s'assure d'avoir une traçabilité des accès, qu'on va conserver les traces un certain nombre de temps liés à la réglementation, et ça va pointer derrière vers des documents techniques, mais la plupart des entreprises ont déjà ces documents techniques-là, ils vont pas le faire pour l'ISO 27001, c'est des choses qu'ils ont déjà en place en interne. Et derrière, quand on parle de preuves, c'est que l'auditeur va dire c'est très bien, vous avez écrit qu'il fallait tracer les accès, j'ai besoin que vous me montriez les 5 dernières connexions sur l'annuaire d'entreprise, et il va falloir être capable de les sortir et de les montrer pour qu'ils considèrent que en effet les exigences sont respectées. Ok, super. Les documents obligatoires, grosso modo, ça va être la PSSI qui est vraiment un élément important. Donc c'est la politique de sécurité du système d'information. C'est un peu le document chapeau au-dessus des autres qui va reprendre toutes les mesures,
que l'entreprise souhaite mettre en place, encore une fois insufflé par la direction, pour garantir la sécurité au sein de l'entreprise. Derrière, on va pointer vers des politiques qui ne sont pas imposées. On peut tout mettre dans la PSSI, mais des fois, pour un peu plus de lisibilité, on va la séparer en plusieurs documents. Ça c'est le premier. Le deuxième, c'est l'analyse de risque dont j'ai déjà demandé, donc qu'il faut avoir sous format électronique la plupart du temps, mais qui doit être présente. Et l'autre document qui est important, c'est ce qu'on appelle la DDA, la déclaration d'applicabilité, qui va être un document obligatoire, donc en fait qui va reprendre toutes les exigences de l'annexe A de la norme, qu'on applique au sein de l'entreprise. On va y ajouter les mesures de sécurité qui peuvent être piochées dans d'autres référentiels, et on va positionner en face si on les prend en compte ou pas. On peut exclure des mesures si l'entreprise n'est pas concernée. Quelles sont, en quelques mots, les mesures de sécurité mises en place dans l'entreprise pour y répondre, et on peut éventuellement pointer vers les documents qui apportent les réponses autour de ça. Ah bon, on peut exclure des mesures de la norme, ou on peut décider de ne pas prendre en compte des mesures particulières? Oui, tout à fait. On peut le faire pour plusieurs raisons. La raison la plus simple, c'est parce que on n'a pas d'activité en rapport avec ça. Par exemple, chez Alpilink, on a fait certifier l'hébergement de données. Et il y a toute une partie autour du développement logiciel. On ne fait pas de développement logiciel sur la partie d'hébergement de données. C'est un sujet qui changera sans doute par la suite, lié aux automatisations et autres, mais pour l'instant, on n'a pas d'activité de développement à proprement parler. Donc, il y a 4 exigences qu'on parle, et ces 4 exigences, on les a exclues. Super. Il faut être capable de justifier devant l'auditeur qu'on les exclut. Vas-y, je t'écoute. Non, j'ai fini. C'est juste qu'il faut être capable de justifier. On peut pas les exclure en disant voilà, je les exclus parce que j'ai pas envie d'y répondre. Je les exclus parce qu'elles me concernent pas et je suis capable de justifier pourquoi je les exclus. Ok, super. Du coup, quand on respecte toute cette démarche-là et qu'on a en place toute cette procédure, au-delà du fait de prouver notre crédibilité auprès des partenaires et fournisseurs, la norme nous impose aussi, nous permet d'avoir une visibilité sur nos process internes, de savoir qui fait quoi, qu'est-ce qui se passe en interne. Est-ce que quand on met en place tous ces process, on est encore capable de se faire attaquer? Oui, je pense que oui. C'est encore une fois on le voit assez bien quand on fait une analyse de risque. Le risque zéro n'existe pas. On analyse des risques où on met en rapport une vraisemblance et une gravité, mais la vraisemblance, donc le fait que le risque arrive, ne peut pas être à zéro. Il y a plein de choses qui sont pas possibles, mais l'ISO 27001 c'est prévoir. Donc typiquement, il y a un scénario hypothétique où il y a un avion ou un astéroïde qui s'écrase sur le centre de données principal. Le risque est très peu probable, mais il faut quand même avoir prévu le coup. Donc on fait un PRA, on met les données à un deuxième endroit et on prépare un plan de redémarrage. Le risque n'est pas à zéro, et le risque cyber est, je pense, plus élevé que la météorite, et donc le fait d'avoir ça diminue le risque mais ne l'annule pas. Ok, je voudrais que tu nous dises réellement, est-ce que les cyberattaques existent, Aurélien? Je t'avoue que j'ai du mal à comprendre la question parce que pour moi c'était plus un mythe. On entend aux infos toutes les semaines des entreprises qui se font attaquer. Oui, mais est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est pas de la propagande? Non, il y a des, surtout maintenant, il y a des groupes organisés, c'est leur gagne-pain. On parle de cybercriminalité comme on a parlé de criminalité. Il y a toujours des braquages de banques, et c'est l'équivalent cyber. Il y a des gens qui sont organisés, compétents. Et encore une fois, c'est leur métier. Ils passent toute leur journée à ça, à aller trouver des failles de sécurité dans les entreprises, pour pouvoir derrière gagner de l'argent. Du coup, est-ce que tu as vécu un cas d'attaque réel et comment est-ce que ça s'est passé? Oui, c'est arrivé de nombreuses fois. Après, tout n'était pas très grave, mais il y a des cas assez simples où c'est encore arrivé il y a pas si longtemps, où on a un client qui se fait pirater sa boîte mail. La boîte mail est utilisée pour envoyer des spams. Bon, c'est pas un risque sur les données de l'entreprise, mais la conséquence de ça, c'est que ça va envoyer tellement de mails que ça va bloquer le système de mail de l'entreprise, et on va atteindre à la disponibilité du système de mail parce qu'on pourra ni recevoir ni envoyer des mails. Donc c'est une petite cyberattaque. Il n'y a pas de vol de données, mais ça impacte l'entreprise, mine de rien.
c'est des petites choses. J'ai connu plus gros, j'ai connu des entreprises qui se sont fait crypto-loquer, donc qui se sont fait bloquer l'intégralité de leur système Oui. d'information en fait. Hmm. Et ça a été des sujets. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est pas forcément des affaires qui ont été rendues publiques, Ouais. mais faut l'imaginer. C'est des entreprises de plus de 500 employés, hein, pas loin des 1000, qui un matin, les employés arrivent. Ils ne peuvent plus se connecter sur leur PC. Il y a plus de système de mail. Il y a plus d'application métier. Il y a plus il y a plus rien en fait. Hein, et l'entreprise est entièrement bloquée. Vous avez 1000 personnes qui sont au chômage technique et qui ne peuvent plus travailler. Et comment est-ce qu'on réagit face à ça alors? Comment est-ce que tu fais? Alors, soit on a un peu l'ISO 27001 et qu'on a respecté les bonnes pratiques, donc on a un PRA, on a des sauvegardes externalisées, donc Ouais. on va couper tous les accès, on va restaurer les sauvegardes, on va analyser avec une boîte spécialisée ou des partenaires de confiance d'où venait l'attaque, on va colmater et on va redémarrer le service. Ben, quand tu Et si dis, jamais, oui, vas-y, je te laisse finir. non, vas-y, pose Oui, ta quand tu dis question. Hein. restaurer les sauvegardes, ben, les sauvegardes, c'est à une date donnée. Qu'est-ce qui se passe si après la dernière sauvegarde, la date où l'incident se produit, on a de nouvelles données? Donc l'entreprise les perd. Quand on restaure des sauvegardes, il y a toujours une perte. On parle de RPO en fait, Restore Point Objective, qui est un point d'acceptation de perte de données. C'est à l'entreprise de le fixer et sa politique de sauvegarde et de PRA sera basée sur cet indicateur-là. La plupart des entreprises partent sur 24 heures. Il est possible de mettre moins, mais encore une fois, plus ce temps-là est restreint, plus ça coûtera cher en fait à mettre en place. Il y aura forcément une perte de données qui peut être acceptable. Entre tout perdre et perdre les dernières 24 heures, c'est pas la même chose, Ouais. mais faudra l'accepter qu'il y aura sans doute une perte. L'autre indicateur, c'est le RTO, le Restore Time Objective, parce qu'on sait qu'on va perdre 24 heures. Par contre, en combien de temps on est capable de redémarrer? Et ben ça, c'est encore un autre débat, parce que si tous les PC de l'entreprise ont été cryptoloqués, qu'il faut tous les réinstaller, Mm. même si on a des informaticiens compétents, ça va prendre du temps, Ouais. 2 jours, 3 jours, une semaine, 3 semaines parfois, hein, pour être capable de tout remettre ça en place. Et ça peut être très dommageable pour une entreprise. Et ça demande aussi des ressources, hein, parce que ça, c'est des temps de calcul. Oui. Du temps humain hein, aussi, hein. Il va falloir payer des gens pour qu'ils puissent aller réinstaller les PC. Ça va être du temps de copie, beaucoup, parce que s'il faut restaurer des terras et des terras de données, on va pas les copier en 5 minutes, hein, ça va prendre du temps. Ouais. Donc c'est pour une entreprise, c'est une perte d'argent. On est en train de tendre peu à peu vers la fin de l'épisode, mais avant, dis-moi, selon toi, quelles sont les exigences les plus critiques ou qui sont les plus méconnues des entreprises quand elles tentent de décrocher la certification ISO 27001? On a elles sont toutes relativement importantes. En fait, la norme, elle se découpe en deux parties. Il y a une partie exigence, qui est Ok. l'annexe A, et il y a une partie chapitre. La partie chapitre est très haut niveau et honnêtement c'est la plus importante. C'est celle qu'il faut prendre dedans et je pense que une qui est à mettre en avant, c'est au-delà de la partie analyse de risque, c'est vraiment la partie leadership, implication de la direction, Hmm. qui est vraiment une mesure qui est importante et qui est au cœur de la réussite d'un tel projet. Si une entreprise qui ira vers l'ISO 27001 juste pour cocher la case dans les appels d'offres et qui donne ça au RSSI en disant tiens bonne chance, elle n'y arrivera pas. Elle Ouais. arrivera peut-être à être certifiée, mais elle ne sera pas sérieuse dans sa démarche de cybersécurité et donc elle ne sera pas protégée contre les risques. Du coup, la certification demande aussi un maintien et il faut faire un suivi, faire de l'amélioration continue. Comment ça se passe quand on obtient son certificat, au-delà de la fierté que l'on a du travail qui a été abattu, mais le reste du boulot doit être en fait de pouvoir maintenir ce haut standard qu'on vient de prouver. Comment ça se passe alors au quotidien? Alors, c'est quelque chose de continu, la sécurité et le maintien de l'ISO 27001. Et le but, c'est pas de faire un sprint une semaine avant la certification, parce que ça va se voir, hein, donc Hmm. on sera pas certifié. Et au-delà de ça, c'est pas de gérer la sécurité que de faire ça que de temps en temps. On doit produire un certain nombre d'indicateurs. On a des revues à faire, des revues de direction, des comités. Tout ça doit vivre, doit être fait régulièrement.
et doit amener, comme tu le citais très bien, l'amélioration continue. C'est un point très important de l'ISO 27001, et c'est pour ça que pour ne pas décourager les entreprises qui veulent y aller, on est vraiment dans une démarche d'amélioration continue. Donc tout ne doit pas être parfait au début, on doit répondre aux exigences, mais pour chaque exigence, on peut avoir quelque chose de partiel qui sera amélioré pour l'année d'après. L'auditeur ISO va pointer ce qui n'est pas parfait, il va en faire des non-conformités mineures ou des points sensibles. C'est des axes sur lesquels l'entreprise devra travailler, et l'année d'après, pour sa recertification, donc qui a lieu toutes les années, il devra prouver à l'auditeur qu'il a travaillé, donc qu'il a amélioré sa sécurité sur les points que l'auditeur aura vu comme imparfaits. Intéressant. Dernière question pour toi, Aurélien. Dis-nous, en tant que RSSI aujourd'hui, quels sont les enseignements clés que tu pourrais partager avec d'autres professionnels du domaine qui s'apprêtent à passer par ce process-là? Et ensuite, dis-nous comment est-ce que tu as vécu le processus de certification ISO 27001 et HTS de Alpilink. Alors, ouais, j'en ai dit pas mal déjà un peu sur ce sujet-là, mais je pense faut se faire accompagner par des gens qui connaissent le sujet. C'est bien plus efficace. Il faut pas viser l'excellence du premier coup. C'est trop dense l'ISO 27001. Il faut viser au plus prioritaire par rapport à l'activité de l'entreprise, et il faut être ensuite dans une démarche d'amélioration continue pour se rapprocher de plus en plus de l'excellence. Il faut impliquer l'entreprise. C'est vraiment une démarche d'entreprise. Et c'est ça qui fait que ça ira à la réussite. Intéressant. Ton mot de fin? La sécurité est un domaine important, hein. Encore une fois, je pense que maintenant c'est passé dans les médias généraux. Tout le monde est relativement sensibilisé. C'était pas le cas il y a quelques années, hein. Je me souviens, il y a une dizaine d'années, investir ne serait-ce que dans un pare-feu, c'était pas quelque chose de natif, hein. On avait l'impression que c'était une lubie d'informaticien de s'acheter une boîte à lumière où on branchait des câbles réseau. Maintenant tout le monde a la notion de ça. Enfin, en tout cas, je l'espère, mais encore une fois, les criminels se sont professionnalisés. C'est vraiment pas quelque chose à mettre de côté, parce que j'ai vu des entreprises couler à cause de ça. Donc prenons tous en compte la sécurité. Formons des gens dans des filières académiques ou à côté, pertinentes, techniques, et avançons là-dessus. Et mon dernier point, c'est la sécurité n'est pas que technique, elle l'est pas. Dans l'ISO 27001, c'est une sous-partie, les sécurités techniques. C'est un ensemble de mesures organisationnelles à mettre en œuvre, et c'est la composition de toutes ces mesures de sécurité qui assure une sécurité des entreprises. Merci beaucoup à toi, Aurélien, pour ta disponibilité. Merci à vos chers abonnés de nous avoir suivis. N'hésitez pas à poser vos questions, vos interrogations en commentaire. Aurélien les lira et on fera l'effort aussi de vous répondre. Merci pour la force que vous nous donnez en soutenant ce podcast à travers vos likes, vos partages et vos commentaires. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt avec un autre invité. J'espère que vous avez aimé. Prenez soin de vous, mais le plus important, prenez soin de vos systèmes. Boum!